coup, merci. Vous êtes assez nombreux puisque vous êtes près de 40 personnes à vous être déjà connectées sur ce webinaire et ça ne fait que monter. Donc je voulais vous remercier une nouvelle fois et vous souhaiter bienvenue donc, pour ce webinaire qui va traiter du sujet sur la fraude aux notes de frais, qui est un sujet important, en tout cas qui a l'air de vous sensibiliser. Et on va s'intéresser donc à comment on caractérise une fraude, quelles sont les solutions aussi qui sont mises en place justement pour l'éviter, pour la vaincre. Donc pour m'aider sur ce webinaire, je serai accompagné de 2 personnes. J'ai à ma droite, alors j'essaie de passer à la slide d'après, ça ne marche pas. J'ai à ma droite donc Zarak Tabé-Naudin, consultant Axis Odyssée. Bonjour. Et j'ai également Julie Thiebaud, qui est avant-vente KDS. Bonjour. Donc, dans les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui, on a donc dans un premier sujet qui concerne quels sont les enjeux pour l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui le sujet sur la fraude aux notes de frais est un sujet important qui mérite d'être traité. Donc on a catégorisé ça sur deux parties principales. On a notamment une partie qui est liée au coût. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Julie? Oui, bien sûr. Nous allons aborder quelques chiffres. Donc, premier chiffre que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'environ 15% des entreprises sont concernées par la fraude. Que parmi ces entreprises, donc pour chaque employé, ça correspond environ à 700 € par an et par employé de fraude. Donc, ce n'est pas négligeable pour une entreprise et peu importe la taille de l'entreprise. Ce qu'on constate également, c'est que 60% des collaborateurs interrogés disent connaître des méthodes pour frauder. Donc voilà, c'est un chiffre également plutôt intéressant. Et parmi ces personnes, 13% disent avoir déjà triché sur les indemnités kilométriques. Une des catégories qui concerne beaucoup la fraude, malheureusement, l'indemnité kilométrique. Certains disent qu'ils arrondissent jusqu'à une dizaine de kilomètres au-dessus sur leur note de frais. Donc, au cumul, pour une grande entreprise, on va avoir une perte qui est relativement considérable. Quand on interroge ces employés, ils nous disent d'une manière générale qu'ils trichent par manque de gratification au sein de leur entreprise. Voilà. À prendre ou à laisser, en tout cas, ce sont des chiffres et ce sont les commentaires que l'on a pu obtenir de certains collaborateurs suite à des études. D'accord, donc ça représente quand même un coût qui est quand même assez important pour une entreprise, parce que 700 € par an par salarié en moyenne, en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut quand même être très conséquent. Et du coup, Zara, en fait, qu'est-ce qui explique en fait ce comportement, cette évolution des dépenses? Alors, ce qui peut expliquer cette évolution, en tout cas de la fraude, c'est surtout la complexité des déplacements. Les usages se diversifient. On a les dépenses qui commencent à être plus complexes. De ce fait, les entreprises, elles doivent être armées justement pour se préparer et lutter contre la fraude. D'accord, ok. Donc ce qu'on va voir maintenant en fait à travers les thèmes que l'on souhaite aborder sur ce webinaire, donc pour répondre à cette problématique sur les enjeux pour l'entreprise et les solutions pour traiter contre la fraude, on va avoir donc toute une partie, tout d'abord on reviendra un petit peu sur les règles de base d'une dépense, à quoi ça correspond. On verra ensuite les catégories de fraude et puis les différentes solutions qui s'offrent pour y remédier. Donc, si je prends ici sur les règles de base, comment on caractérise déjà une fraude? Donc, une fraude, c'est une fraude relative à une dépense. Alors, comment on caractérise une dépense engagée qui est sujette à un remboursement de l'entreprise en note de frais? Ça veut dire que déjà, la dépense, elle est forcément dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, on doit justifier que la dépense qui a été faite par le collaborateur, elle a été réalisée dans le cadre d'un déplacement professionnel uniquement, ou en tout cas dans le cadre d'une dépense liée à une activité pour l'entreprise. On doit également garder en tête qu'une dépense qui est engagée par un collaborateur, elle doit être proportionnée. Qu'est-ce qu'on entend par proportionnée? C'est tout simplement ne pas avoir une dépense qui soit trop importante par rapport au gain pour l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un projet qui va rapporter 10 000 € à l'entreprise, mais que j'ai une dépense
par un collaborateur qui va inviter ses clients au restaurant ou autre et qui coûte 8 000 euros, c'est complètement disproportionné par rapport aux gains de l'entreprise. Et enfin, il y a un dernier point et qui est souvent en plus quelque chose d'important et qui a évolué, on en reparlera peut-être aussi dernièrement, c'est sur la justification de la dépense, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un justificatif. Donc on le sait notamment, donc ça a évolué en 2018 en France. Au préalable, un justificatif original de la dépense était nécessaire pour valider une dépense, pour entraîner un remboursement par l'entreprise. Depuis le 1er avril 2018, la législation a un petit peu évolué. Elle permet, sous réserve de l'utilisation de certains systèmes, de pouvoir avoir l'utilisation d'un justificatif électronique. Donc ça, on en reparlera notamment avec toi, Julie, sur la partie solution. Tout à fait. Sur les différentes catégories de fraude, aujourd'hui, donc nous on en aura recensé 3 importantes. Alors c'est une liste entre guillemets non exhaustive, hein, il pourrait y en avoir d'autres. On a la première, hein, on va dire, c'est la fraude sur le montant. Je vais déclarer un montant qui n'est pas, ou je vais demander à me faire rembourser un montant, je parlais d'indemnités kilométriques, qui ne correspond pas à la dépense réelle du collaborateur. On va également avoir une fraude qui va être liée sur le justificatif, l'utilisation du justificatif, soit en changeant des informations sur ce justificatif, en n'en apportant pas. On reparlera avec toi, Zara, aussi des attestations sur l'honneur. Voilà, qui peuvent des fois remplacer le justificatif, mais qui ne sont pas sans risque. Et on a également une fraude au niveau de la date, c'est-à-dire la modification d'une date, le duplicata d'un justificatif en remodifiant la date dessus pour pouvoir se faire rembourser 2 fois. Ce sont, pour nous en tout cas, les 3 principales catégories de fraude, c'est celles que l'on observe le plus en entreprise. Du coup, là-dessus, Julie, est-ce qu'on peut revenir sur certaines catégories en particulier? Tout à fait. Donc, on a les cas les plus fréquents qui reviennent. Le premier, c'est l'indemnité kilométrique. En effet, quand on est sur une déclaration de frais, sur une note de frais, certains collaborateurs vont aller sur différents sites, que ce soit Mappy, via Michelin ou Google Maps, pour obtenir le plus haut kilométrage par rapport à un trajet donné. Donc le fait d'avoir une déclaration de kilomètres, on s'aperçoit qu'ils vont aller chercher le plus avantageux pour eux. Je l'ai dit tout à l'heure, des fois jusqu'à une dizaine de kilomètres au-delà. Donc ça, c'est une fraude qui est très fréquente et qui est difficilement traquable. On a une deuxième catégorie qui revient assez souvent, qui est les fausses notes de taxi. Donc on le sait, dans certains pays, les taxis ne s'embêtent pas à indiquer le montant sur le reçu. Ils vont juste apposer le cachet de la compagnie de taxi et on repart avec un reçu vierge. Finalement, l'employé va être amené à remplir par lui-même le montant qu'il souhaite pour pouvoir se faire rembourser. Donc c'est vrai qu'on est dans un cas de figure là qui peut prendre des proportions beaucoup plus importantes d'un point de vue fraude qu'une dizaine de kilomètres sur les indemnités kilométriques. Malgré tout, voilà, on voit que les employés peuvent user de techniques pour frauder. Parce que les indemnités kilométriques, si je change de 10 km, vu le barème de l'URSSAF, ça rapporte à peu près 5 euros. Exactement. Ça, si je me commence à me faire des notes de taxi, ça peut être tout de suite beaucoup plus important. Et multiplié par le nombre d'employés et dans des grandes entreprises, on va être sur des montants qui peuvent être importants. Oui, tout à fait. C'est aussi sur les taxis parisiens, il y a aussi le fameux exemple du chauffeur qui vous propose de payer un peu plus et de remplir après un autre montant sur la fiche. C'est des choses qui arrivent régulièrement. Et là, ça bénéficie au taxi et à l'employé. Donc effectivement, la fraude est facilement facile à faire. Ouais. Autre catégorie de frais qui est soumise à la fraude, ce sont les repas entre amis déguisés en repas d'affaires. Un exemple très concret, hein, on va en réunion client et on a un ami qui travaille pas très loin, donc on va inviter l'ami et on va déclarer le client dans sa note de frais en retour au bureau. Très difficile à tracer, encore une fois, très difficile pour le comptable d'aller interroger le client, à savoir est-ce que vous avez bien déjeuné avec mon collaborateur. Donc là encore, on peut être sur des montants qui sont bien plus élevés, puisque un repas, selon la politique de frais de l'entreprise, peut vite chiffrer. Donc voilà, donc ça c'est un cas assez concret et qui se répète souvent. Oui, puis au-delà de ça, il y a le côté aller vérifier si la personne a bien été déjeunée, ou de s'intéresser sur la véracité
de la dépense. C'est-à-dire, est-ce que la personne que j'ai invitée, c'est véritablement un prospect, un client ou autre? Complètement, ça peut aller très très loin. Dernier cas fréquent, c'est le passage d'anciens frais. En effet, aujourd'hui, je vais passer un déjeuner qui date du mois de novembre, qui a déjà été soumis, validé, payé au collaborateur. Le collaborateur va tenter la double saisie et c'est très compliqué de tracer à l'œil nu ce type de fraude. Donc voilà, donc ça c'est un cas qui revient également très fréquemment. Voilà, ça fait partie, donc c'est 4 exemples très concrets ici. C'est des exemples concrets, c'est des exemples qui proviennent de clients que je rencontre au quotidien et qui nous demandent de mettre en place justement des outils pour essayer de limiter au maximum ce type de fraude. Ce qui est important en tout cas, et ce qu'on remarque, c'est que sur en tout cas les exemples qui ont été donnés, la fraude, elle est finalement notamment sur tout ce qui est déclaré par le collaborateur, voire même exclusivement là-dessus. Du coup, il y a quand même donc ce qu'on met, il y a 60% le justifie par un système mal paramétré. Donc ça, on reviendra dessus derrière sur ce que ça implique. Alors quand on parle ensuite ici sur ces chiffres, ce qui est important, c'est de se dire quelle que soit la raison. Donc on parle là, il y a un système qui pour 60% du temps est considéré comme mal paramétré. Tu parlais tout à l'heure d'un manque de gratification que le collaborateur essaye de compenser d'une manière plus ou moins légal, plutôt moins que plus. Du coup, ce qui est intéressant et ce qui va être important maintenant, c'est de s'intéresser à quels sont les risques en fait, qui sont liés à la fraude, tant d'un point de vue de la société que d'un point de vue du collaborateur. Exactement. Alors, il faut savoir que les entreprises ou les collaborateurs, ils encourent des risques justement à ne pas lutter contre cette fraude et le collaborateur à frauder. Les entreprises risquent le redoutable contrôle fiscal, que tout comptable redoute, bien sûr, pour la simple raison que s'il y a fraude avérée, cela peut aboutir à un redressement fiscal qui a un coût généralement important pour les entreprises. Donc voilà, c'est un risque qui est pécunier, donc les entreprises doivent vraiment être vigilantes. Et du coup, pour les entreprises, donc ça c'est le coût pour l'entreprise. Sur la partie redressement, comme tu le disais, sur la partie contrôle, il reste l'autre partie. Oui. Et du coup, c'est le collaborateur. C'est le collaborateur, exactement. Alors, le collaborateur, qu'est-ce qu'il risque? Selon, bien sûr, des contextes différents, selon la taille d'entreprise différente, il va risquer du blâme, de l'avertissement, jusqu'à licenciement pour faute. Sauf que, on remarque, suite à des décisions prud'homales qui ont été rendues dans d'anciens cas, qu'il est difficile pour l'entreprise de prouver et d'avérer la fraude. D'accord. C'est ce qui est difficile. Et donc, généralement, ils sont déboutés et le collaborateur finit par ne pas être licencié. Donc, on constate rapidement que les entreprises, justement, elles ont tout intérêt à lutter contre cette fraude et à adopter des solutions rapidement, justement, pour réduire le coût. D'accord. Donc, en gros, si j'essaie de synthétiser, ce qu'on essaye de se dire, c'est qu'en termes de risque, le collaborateur qui a un petit peu triché, a ajusté un petit peu ces différents points, lui, finalement, ça va être tellement difficile de montrer sa responsabilité ou de prouver la réalité de la fraude que finalement, lui, il risque difficilement quelque chose, si ce n'est un blâme ou une remontrance, alors que l'entreprise, par contre, qui va subir donc, des audits, va avoir des redressements, des contrôles, elle, s'il y a fraude avérée, oui, elle risque beaucoup plus. Et il ne faut pas oublier les coûts cachés. Parce qu'avoir un collaborateur qui fraude, donc qui n'est pas du tout dans l'éthique de l'entreprise, il y a des coûts cachés en termes de RH, en termes de son implication pour le bien-être de l'entreprise et pour l'évolution de l'entreprise. Donc, il n'y a pas que le coût direct de la fraude qu'il faut considérer dans ces cas. Ok, donc on voit quand même que sur la partie fraude, il y a un risque qui est très important, que ce soit d'un point de vue financier, enfin judiciaire, on va dire, et d'un point de vue financier aussi sur les coûts apparents et coûts cachés, comme tu le précises. Exactement. Ok, très bien. Donc, là, on a vu quand même différentes catégories de fraude et on a vu du coup quels étaient les risques aussi pour l'entreprise. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité, si vous voulez, de nous poser des questions au niveau. Vous avez une partie chat en bas à gauche sur laquelle on a la visibilité. Si jamais vous avez des questions ou des éléments sur lesquels vous voulez qu'on apporte des précisions. Maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes catégories, on a vu quelques exemples, on a vu un peu ce qu'on risquait.
Ce qui est important maintenant, c'est aussi de réfléchir aux différentes solutions qui peuvent être apportées, puisque c'est un peu aussi ça. On a bien vu qu'on avait un sujet, que ce sujet il devait être traité, qu'il avait des conséquences qui pouvaient être importantes pour l'entreprise. Maintenant, il s'agit de savoir comment on va lutter effectivement contre la fraude. Donc, on va essayer de distinguer deux éléments. On va reparler un petit peu plus tard avec toi, Zara, notamment de tout ce qui est partie pilotage, reporting, les circuits d'approbation, mais aussi tout ce qui est politique d'entreprise et moyens de paiement. Et on va voir tout de suite avec toi, Julie, un petit peu, voilà, notamment avec votre expertise aujourd'hui chez KDS, qui, on rappelle, c'est un acteur majeur sur la partie solutions pour les entreprises. Comment en fait vous arrivez à aborder ce sujet-là? Parce que j'imagine que même dans vos ateliers de conception, c'est un sujet qui arrive très rapidement sur la table. Tout à fait. Donc, avant de démarrer sur les solutions, donc petit chiffre important et d'ailleurs plutôt gros chiffre, 80% des entreprises aujourd'hui gèrent leurs notes de frais de façon artisanale, c'est-à-dire sur fichier Excel ou outils maison, mais en tout cas de manière très artisanale. Alors qu'il existe des outils comme KDS Neo, donc l'outil dont je vais parler aujourd'hui, qui propose des paramétrages hautement configurables et qui vont permettre à un moment donné à l'entreprise de définir une politique de frais cadrée, bien définie, avec des conformités, des plafonds, afin de pouvoir recentrer l'utilisateur vers une utilisation juste de l'outil et de la saisie des notes de frais. Donc, le secret de l'outil efficace, c'est effectivement de pouvoir intégrer votre politique de frais, ça je vous l'ai dit, mais également d'avoir un cycle de validation. Donc, c'est très important, notamment pour le cas qu'on aborde aujourd'hui pour la fraude, de pouvoir avoir un, voire deux managers selon vos process internes qui va être amené à valider la note de frais juste avant l'audit comptable qui, lui, va plutôt interagir sur des aspects un peu plus liés au contrôle, comme la TVA, comme les reçus, comme voilà, beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est effectivement très important pour une entreprise. Vous avez les moyens aujourd'hui d'éviter la fraude. Alors, bien évidemment, un outil ne va pas être 100% anti-fraude, on n'est pas encore à ce stade-là, mais par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, aux 700 € par an et par employé, et aux natures qui, en tout cas, génèrent de la fraude, KDS Neo va pouvoir vous aider à la limiter. L'idée n'étant pas de frustrer l'employé, on n'est pas dans de la frustration, on l'a vu, il a besoin de reconnaissance, l'employé, mais en tout cas, on va le guider, on va le limiter dans ses frais engagés, on va à un moment donné, lui indiquer ses droits, et en fonction de ses droits, il sait que derrière, il pourra ou pas être remboursé s'il a effectué un dépassement. Donc, c'est ces petites choses-là qu'il faut mettre en place pour éviter la fraude. Ouais, c'est important de rappeler que l'outil de ce que vous mettez en place, et je pense que tu le rappelles bien, c'est aussi de limiter la frustration. On sait que faire une note de frais pour un collaborateur, ce n'est pas non plus forcément toujours une partie de plaisir en fonction de la taille de la pile de justificatifs qu'il a ou de dépenses qu'il a faites. Donc, il ne faut pas non plus apporter de la frustration. Donc, le juste équilibre, parfois, est peut-être un peu compliqué à trouver. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des outils qui sont agréables à utiliser, faciles à utiliser, depuis le mobile, depuis le web, mais tout en respectant une politique voyage pour recentrer l'utilisateur dans ses droits. Okay. Du coup, on va voir un petit peu les différents points que vous proposez là-dessus, on va dire les éléments sur lesquels vous proposez d'agir justement pour essayer de sécuriser ça au niveau de l'entreprise. On a parlé du déclaratif tout à l'heure. Le taux de conversion peut être également quelque chose de déclaratif. Donc, si à un moment donné, on laisse l'employé déclarer son taux de conversion, il va forcément aller chercher un taux qui va lui être avantageux. Donc, KDS a un partenariat avec X.com qui, toutes les nuits, nous met à jour le taux de conversion pour qu'à chaque saisie sur une note de frais faite à l'étranger, on ait le taux de conversion qui soit à jour. Donc ça, c'est une manière également de contrôler et d'éviter les mauvaises saisies trop avantageuses pour l'employé. Le taux de conversion, on va le retrouver aussi au travers des flux cartes de crédit corporate. Donc si vous avez des cartes pour vos employés, le fait d'avoir un flux qui vienne importer les dépenses dans KDS, on va recevoir toutes les informations, notamment sur le taux de conversion, mais également sur le montant.
on a un certain nombre d'informations qui nous viennent et qui sont des informations justes, puisqu'il s'agit de la dépense liée à la carte et qui ne sont pas à la saisie du collaborateur. Limiter le déclaratif finalement. Voilà, on va un peu limiter le déclaratif. Automatiser en fait l'information pour éviter le déclaratif et s'assurer d'avoir une information qui soit juste et exacte. Exactement. On a la politique de frais, donc grâce à un visuel qui est clair pour l'utilisateur. Donc la politique de frais est définie par votre entreprise et nous, on va la décliner avec un code couleur. C'est-à-dire que ce qui sera non conforme, donc au-delà de ce que vous autorisez à votre employé, deviendra orange. Donc c'est un code couleur qu'on a également sur le voyage et qu'on réplique sur la note de frais pour une fluidité de lecture pour l'utilisateur. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on va également avoir une explication qui est claire. C'est une phrase avec des montants qui explique les droits de l'utilisateur sur telle ou telle catégorie de frais. Donc ça, c'est très, très important. Le côté visuel est important. L'utilisateur va le voir, mais également le manager, puisque le manager ne connaît peut-être pas toutes les règles de l'entreprise, surtout si on est une très, très grosse entreprise. Donc, c'est vraiment une information qui va suivre le processus de la note de frais, l'avis de la note de frais. Donc, le code couleur, on en a parlé. Les indemnités kilométriques, c'est également du déclaratif. Donc, pour éviter qu'on aille faire son petit benchmark sur différents sites, KDS a opté pour une intégration avec Google Maps. Donc Google Maps, un site très connu qui permet de faire des calculs de trajet. Donc cette intégration fait qu'on va pouvoir calculer, et non pas d'un point à un autre, mais sur une multitude de points, puisqu'on sait gérer le multitrajet, le calcul de la distance effectuée par votre collaborateur. On aura donc un calcul du kilométrage qui sera juste, qui ne sera pas modifiable. Donc de ce fait, le contrôle sera, on va dire, plus facile puisque le manager va faire confiance à ce qui est soumis et le comptable également. On sait également gérer ce qu'on appelle du site à site. Donc si vous avez des distances prédéfinies d'un site à un autre, c'est quelque chose qui va pouvoir également se calculer de manière automatique. Et encore une fois, on évite la saisie manuelle et donc la fraude, ou en tout cas l'erreur, si on peut aussi appeler ça une erreur de saisie. Faut laisser la part au doute. Voilà, on va laisser la part au doute. Donc autre chose, la carte grise. De la même manière, il est vrai que certains collaborateurs peuvent un petit peu tricher sur la puissance fiscale, puisque même si on parle ici de quelques euros, le fait de mettre telle ou telle puissance fiscale dans son profil pour obtenir quelques euros supplémentaires en termes de remboursement, à un moment donné, le comptable ne va pas vérifier la carte grise à chaque déclaration. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite, et d'ailleurs, on fait plus que l'inviter, ça devient une donnée obligatoire dans le profil de charger sa carte grise. La carte grise va apparaître, comme vous le voyez à l'écran, lors de la saisie de l'indemnité kilométrique. Ce qui fait que l'utilisateur connaît sa carte grise, mais le manager et le comptable, et en cas de contrôle, cette information va être présente, ce qui va permettre de vérifier ce qui a été saisi versus ce qui est sur la carte grise. Est-ce que tu parles aussi parfois de quelques euros, et finalement pour un collaborateur qui se déplacerait énormément, le simple fait de changer de ligne, je dirais, au barème URSSAF sur la puissance fiscale de son véhicule, ça veut dire que si sur chaque trajet, il récupère 3, 4, 5 euros, potentiellement, s'il se déplace 3-4 fois par semaine, finalement, en fin d'année, c'est là où on va s'apercevoir qu'il y a bien 700 euros. Quoi. Complètement. Et on a des entreprises qui ont beaucoup d'itinérants sur la France, qui ne font que de l'indemnité kilométrique et du déjeuner. Donc, ça fait partie des deux catégories les plus fraudées, les plus trichées. Donc, oui, non, clairement. On atteint vite les 700 euros par an et par employé. Autre chose, donc, ce sont les règles de cohérence. Donc, les règles de cohérence, c'est très, très, très important. Ce sont des règles qui vont permettre de bloquer un utilisateur qui tenterait de soumettre 2 fois la même nature de frais. On va parler des repas, puisque c'est effectivement celle qui va être le plus souvent tentée. Donc on en a parlé tout à l'heure, j'ai un frais qui a été soumis en novembre dernier. Mon superviseur, mon manager ne s'en souvient pas, je retente de le soumettre. KDS va savoir contrôler la date, le type de frais et va être en mesure de bloquer l'utilisateur sur la double saisie d'une même nature de frais.
Donc ça, c'est une règle de cohérence qui peut se mettre en place si vous le souhaitez et qu'on conseillera bien sûr de faire. Autre règle de cohérence, c'est sur les invitations. On a la capacité de vérifier le nom de l'invité. Donc si je tente d'inviter Benjamin, si on fait partie de la même société et que lui-même me déclare sur une invitation à la même date, l'un de nous deux sera bloqué. Alors idéalement, il faudrait bloquer celui qui n'a pas payé, mais en tout cas, l'un des deux sera bloqué. Et on va être en mesure de reconnaître les deux personnes qui font partie de cette nature de frais à telle date. Ce sont des règles très importantes et on en a parlé tout à l'heure. Le déjeuner peut vite grimper en termes de fraude. Donc KDS va vous aider à limiter la fraude. Du coup, ça veut dire que vous êtes capable aussi de voir ça sur différentes notes de frais, parce que tu parles de 2 collaborateurs, mais même un même collaborateur qui essaierait de faire une première note de frais avec son frais de déjeuner et une deuxième note de frais avec le même frais. Tout à fait. D'accord. Donc, toujours en laissant la part au doute, en plus, ça limite les erreurs du collaborateur. Ça limite les erreurs. Ben, il va tenter une fois, il va avoir le beau petit bandeau rouge, il ne tentera pas 2 fois. Autre chose que l'on fait, c'est effectivement la dématérialisation complète des reçus. Alors, petite particularité pour KDS, c'est qu'on a la possibilité d'apposer un sceau RGS une étoile. Pour ceux qui savent ce que c'est, on est certifié pour faire de la démat complète. Ce qu'on va juste aborder aujourd'hui, c'est que du coup, si vous faites de la dématérialisation, le reçu va être joint dès la saisie de la note de frais. Donc, le manager va pouvoir tout de suite vérifier la saisie versus ce qui est présent sur le reçu. Donc ça, ce n'est pas négligeable, en sachant que effectivement, si le reçu est à Marseille et que la dépense est à Paris, on va tout de suite pouvoir voir s'il y a une erreur. Donc ça, c'est une partie importante. Ce qui est également important, c'est l'OCR. On sait tous que maintenant, grâce à une technologie donc, de reconnaissance des caractères des reçus, on évite des erreurs aussi de saisie manuelle puisqu'on va pré-remplir la note de frais grâce à cet OCR qui va lire les informations sur le reçu. Donc, on évite les erreurs de saisie et également d'avoir le reçu lié à la nature de frais de manière obligatoire va permettre au manager de vérifier avant d'envoyer en audit comptable. Juste pour rappeler, donc j'en parlais tout à l'heure, donc ce qui a changé en fait, c'est la loi qui est passée en France donc du 1er avril 2018, qui autorise maintenant les entreprises à collecter des justificatifs électroniques sous certaines conditions, puisqu'il faut bien que l'outil qui va être utilisé pour le scan de justificatif soit certifié, donc comme le vôtre, par le gouvernement français. Pour apporter des informations telles que le redatage, etc. et pour permettre ça. Donc c'est important de se dire que ce n'est pas juste une photo du justificatif prise comme ça un peu au hasard ou avec le scanner de l'entreprise, il faut vraiment que ça réponde à certaines conditions. Complètement. L'audit comptable, donc autre fonctionnalité que va proposer KDS, donc ce sont des règles paramétrables pour envoyer certaines notes de frais à l'audit comptable. On sait aujourd'hui que dans des grandes entreprises, on ne peut pas auditer toutes les notes de frais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un catalogue de 20 règles, ou peut-être même un peu plus, je n'ai pas le chiffre exact, entre 20 et 25 règles, qui vont permettre d'envoyer en comptabilité les notes de frais qui nous paraissent importantes à vérifier. Et là, on est dans le cadre de la fraude, donc on peut imaginer que justement, tout ce qui contient une indemnité kilométrique, tout ce qui va contenir une invitation à déjeuner sera envoyée en audit comptable. Ça va même plus loin, ça peut être toutes les notes de frais qui atteignent un certain plafond, un certain montant, toutes les notes de frais qui contiennent des données qui seraient non conformes. Donc voilà, on a la possibilité de faire un focus comptable sur certaines notes de frais. Et là encore, voilà, on le sait, ce n'est pas toujours évident d'auditer, de voir du ligne à ligne quand on a des notes de frais de plus de 30 lignes, d'aller vérifier s'il n'y a pas une fraude à tel ou tel endroit. Je veux dire, les outils sont là pour vous aider à avoir un focus sur certaines lignes de frais, certaines notes de frais en fonction de ce que vous déciderez de paramétrer. Dernière chose très importante, c'est l'unification du voyage et de la note de frais. KDS propose un outil voyage et notes de frais, donc je pense que vous le savez tous ou presque. Le gros avantage, on le voit à l'écran, c'est que le superviseur et le comptable vont voir les voyages qui sont liés à une note de frais qui sera saisie. Donc là, vous le voyez, on a une vue calendaire. Cette vue calendaire, le superviseur la verra quand il va vouloir
valider une note de frais pour son collaborateur. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Si on saisit un déjeuner à Paris et qu'on était à Marseille ce jour-là, ça ne passera pas. Donc voilà, on ne peut pas tenter de tricher en ayant le voyage et la note de frais, puisque si en tout cas la majorité de vos dépenses sont liées à un voyage, on le verra. Et ce n'est pas uniquement de vérifier le lieu, mais c'est également vérifier si les frais sont en adéquation avec le voyage. Le voyage va contenir la raison, le projet. La dépense va pouvoir aussi se justifier par rapport à ce qui aura été réalisé en termes de voyage. Donc cette vue voyage et note de frais est également très importante pour le superviseur et le comptable lors de la validation des notes de frais. Okay. Du coup, si j'essaie de reprendre un petit peu, de synthétiser pour le moment toutes les solutions dont tu nous as parlé, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a un peu de deux types qui se détachent. Il y en a une en fait où ça va vraiment être entre guillemets pour bloquer le collaborateur. Donc on l'a vu pour ne pas déclarer en doublon, ce genre de choses. Mais la plupart du temps, il y a aussi une règle pour apporter de la visibilité aux personnes qui vont avoir la responsabilité d'approuver la dépense. C'est-à-dire de rappeler en fait je dirais, de responsabiliser le manager, de responsabiliser aussi le contrôle financier qui va être fait derrière, en mettant des indications. Donc il y a la vue calendaire, on a vu l'espèce de petit warning orange pour les règles de conformité, mais c'est une assistance. Comme tu le précisais au début, vous ne pouvez pas tout faire non plus pour tout corriger. Non, on ne pourra pas régler 100% de la fraude, hein, ça reste des outils informatiques, mais au fil des années, on a également beaucoup de demandes. Donc on essaye de mettre des règles pour aider les entreprises à mieux contrôler les fraudes. Après, on l'a vu aussi, hein, l'employé use de créativité pour découvrir de nouvelles. Donc, je pense qu'on pourra refaire un webinaire d'ici quelques années avec de nouveaux cas de fraude. Mais non, j'en plaisante, mais c'est vrai qu'en tout cas, on essaye de resserrer les taux de la fraude. Et puis, ce qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est ce que tu disais en introduction. Aujourd'hui, s'il y a 60% des collaborateurs d'une entreprise qui disent savoir comment frauder, toute cette solution, même les warnings, etc., c'est aussi derrière, je dirais, une force de dissuasion, c'est-à-dire dire aux personnes, attention, si vous essayez, on le saura. Tout à fait. Donc là, on a vu les solutions d'un point de vue outil, donc avec l'exemple de NeoExpense. Après, tout ne doit pas passer hors outil, de toute façon, on sait, et même pour définir les règles que vous allez avoir dans l'outil, il faut aussi préparer, je dirais, tout ce qui est hors technologie. Du coup, là-dessus, Zara, nous, on a aujourd'hui différents exemples en complément de l'outil que les sociétés peuvent mettre en place pour lutter contre la fraude. Exactement. Alors, en complément de l'outil, nous pouvons préconiser aux entreprises d'abord, l'un des éléments, on va dire, fondateurs, c'est la politique de dépense qui doit être très bien définie avec des plafonds qui soient précis et qui ne laissent pas place à l'interprétation. Parce que généralement, justement, c'est juridique, généralement, on éprouve des difficultés dans l'interprétation d'un texte. Donc, la politique dépense vraiment est importante. On peut rajouter à cela des circuits d'approbation qui soient efficaces dans le sens où il faut, comme tu le disais, responsabiliser les responsables de coûts dans l'engagement de dépenses. Et justement, en donnant ce pouvoir, entre guillemets, va limiter un peu les déplacements qui soient inutiles ou à faible valeur ajoutée. Tout ce qu'on parlait de la proportionnalité au début de la dépense, c'est effectivement le responsable de coût qui va se dire, mais attendez, moi je sais combien ce projet peut me rapporter, donc il faut que je vois maintenant en fonction de ce que la personne a dépensé et que ça reste en fait dans cette notion de proportionnalité. Exactement, et il y a également un autre paramètre sur lequel le circuit d'approbation va jouer, c'est la dissuasion. Dissuader les collaborateurs de frauder justement, puisqu'ils auront... ils sauront qu'il y a une validation qui est active, exactement, et donc ça va un peu limiter les cas potentiellement frauduleux. On a également les reportings réguliers, donc ça rejoint l'audit qu'on peut trouver dans les outils. Mais aussi, il y a d'autres audits qui se basent sur des technologies comme le machine learning et qui vont être dans le prédictif pour déceler les tendances frauduleuses. On n'est pas du tout dans la recherche de la fraude, non, on est justement dans la recherche de la tendance frauduleuse dans une société
qui permet justement d'actionner des leviers derrière pour lutter contre cette tendance. Donc plutôt que d'être dans la correction, d'être dans l'anticipation. Dans l'anticipation, exactement. C'est les nouvelles solutions, en tout cas, qui se basent sur le machine learning et qui peuvent aider les entreprises à lutter contre la fraude. Et puis, pour terminer, le bon programme Carte Corporate qui a fait ses preuves aujourd'hui et qui restera une solution. Une valeur sûre. Une valeur sûre, exactement, puisque les collaborateurs se responsabilisent eux-mêmes en utilisant la carte de la société pour justement dépenser, que ce soit en déplacement ou hors déplacement. En tout cas, ça permet justement de limiter la fraude. Alors, juste pour revenir sur la partie carte corpo, donc oui. on se dit que c'est une solution qui est hors outil, puisque justement, en fait, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise va pouvoir avoir la vue sur les dépenses, sur le volume de dépenses, mais c'est également aussi un bon parallèle avec ce qu'expliquait Julie sur les imports automatiques des dépenses carte corporate pour éviter justement non seulement qu'il y ait des dépenses qui soient resoumises, mais aussi la véracité de l'information. Exactement, ça se rejoint, même si les solutions sont hors outils, comme la politique de dépenses, les outils justement permettent de les porter et de mieux les appliquer. D'accord, on a porté cette conversation. De toute façon, l'un ne va pas forcément sur l'autre. Exactement. Pour le moment, on a présenté pas mal de solutions qui sont dans le contrôle. Toutefois, il existe des solutions qui sont justement dans la récompense des salariés qui respectent ces politiques. Il ne faut pas les oublier. Il y a des salariés qui respectent les politiques de dépenses, qui respectent les règles et les plafonds. Et il y a des programmes de récompense qu'on peut proposer aux collaborateurs. Je peux citer, c'est une liste non exhaustive bien sûr, mais je peux citer John Fair, je peux citer EcoTrip ou Upside, qui vont justement donner soit des miles, soit des bons points aux collaborateurs qui pourront les utiliser dans leur vie personnelle, justement, en dehors de déplacements professionnels. Donc plutôt, on va dire, plutôt que d'essayer de jouer sur le bâton pour essayer de punir en fait le collaborateur qui aurait été déviant par rapport aux règles, à ce moment-là, on va plutôt essayer de récompenser celui. Et donc du coup, quand tu parlais de gratification, c'est plutôt de se dire, plutôt que de punir et que du coup la personne cherche à être gratifiée d'une autre manière, on va plutôt venir ici récompenser le collaborateur pour justement venir chercher ce côté gratifiant. C'est ça. Et là, c'est pas l'employé qui cherche à se gratifier lui-même, c'est plutôt l'entreprise qui du coup va maîtriser effectivement l'ensemble des coûts, que ce soit les coûts liés à la gratification et les coûts liés aux dépenses. Donc, effectivement. Tout à fait. Ok. Alors, il faut bien garder en tête, bien évidemment, que les solutions qu'on a évoquées ou même les cas de fraude c'est une liste non exhaustive. On sait aussi qu'il y a des fraudes qui sont, on va dire, entre guillemets, voulues par l'entreprise. On va penser notamment aux primes déguisées. Donc, il y a des personnes qui vont faire des fausses indemnités kilométriques, par exemple, donc, juste pour avoir une prime pour le collaborateur. Donc, un manager qui va vouloir récompenser son collaborateur en lui faisant faire des fausses indemnités kilométriques. Donc, on va avoir ce genre d'éléments aussi qu'on va retrouver. Donc, l'objectif était vraiment d'avoir une liste ici non exhaustive, mais quand même assez représentative de tout ce que pouvait représenter la fraude sur les notes de frais. On arrive, nous, à la fin des éléments qu'on voulait vous présenter. Donc, je vous rappelle qu'il y a une partie de chat en bas. Si jamais vous avez des questions, des éléments sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne ou que l'on développe, n'hésitez pas, en tout cas, à nous poser des questions. Si jamais il y a une partie un peu plus différente sur laquelle vous souhaitez que l'on revienne ou d'autres exemples éventuellement de fraude ou des cas de fraude avérés que vous avez eu chez vous et que vous voulez partager. Je ne sais pas si c'est le cas. En attendant, si certains veulent nous partager un petit peu leur expérience aussi, on voulait vous parler un petit peu aussi, nous, de nos prochaines actualités en termes de partage d'informations, etc. Donc, on fera un café de la connaissance le jeudi 23 mai qui aura pour thème quelque chose qui est complètement hors de la fraude sur la partie note de frais, mais qui est quand même aussi un sujet très important aujourd'hui, qui concerne donc, le processus sûreté voyageurs et notamment sa fiabilité. Donc, est-ce que aujourd'hui le suivi que vous avez sur la sûreté de vos voyageurs est fiable? Est-ce que vous êtes conforme par rapport à toutes les règles qui doivent être suivies? Et nous aurons
un nouveau webinar avec KDS. C'est ça, on organise un webinar le mardi 26 à 11 h. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous envoie l'URL. Et en fait, l'idée de ce webinar, c'est de vous présenter les avantages d'une solution unifiée pour le voyage et la note de frais. Qui rejoindra notamment des éléments que tu as présentés tout à l'heure sur cette fameuse vue calendaire qui permet aux collaborateurs et aux managers de bien vérifier l'inclusion de la dépense dans le déplacement. Alors, je ne vois pas spécialement de commentaires ou de questions, donc je ne sais pas si, tout a été très clair ou pas. Alors, Julie, tu parlais de tes contacts qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Voilà, vous voyez mon email à l'écran, n'hésitez pas, ou celui d'Axis par le biais d'Axis, c'est au choix. Alors, bonjour à tous. Ah oui, pardon, il y a des questions. Pourrons-nous récupérer les slides en fin de conférence? Alors, tout à fait. Vous pourrez tout à fait récupérer les slides en fin de conférence. Le document est disponible, de même que la vidéo, donc vous pourrez tout récupérer. Donc votre solution est-elle valable aussi pour les francs polynésiens? Y a-t-il un visuel franc XPF et euro? Donc là, je pense qu'on est plus sur la partie devise. Est-ce que le collaborateur peut déclarer dans n'importe quelle devise, etc. Oui, on gère plus de 200 devises, donc bien évidemment, le franc polynésien en fait partie. D'accord. Ensuite, on a une question de Caroline. Donc, mes collaborateurs font des multi-trajets. Est-ce lourd à gérer pour eux? Alors, j'ai envie de vous dire, pas du tout. En fait, là, on n'est pas sur une démo live. Si on était sur une démo live, vous verriez qu'en 5 secondes, je crée mon multi-trajet. Donc, non, c'est très facile à utiliser. Et notamment grâce à l'intégration Google Maps. Le fait d'avoir Google Maps fait qu'en entrant une adresse, donc ne serait-ce que le début de l'adresse, on nous propose l'adresse et ainsi de suite sur du multi-trajet, donc c'est très 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 rapide. Ouais, alors en plus, alors effectivement, on n'a pas l'occasion de faire une démo live, mais sur l'utilisation de Google Maps, ce qui est intéressant aussi, c'est des fois de se dire qu'on va juste mettre un point donné sans mettre l'adresse précise. Et donc du coup, je vais mettre par exemple, j'ai n'importe quoi, hôtel de ville de Paris, ça va me mettre directement une adresse. J'étais de l'hôtel de ville de Paris jusqu'à tel restaurant à Levallois, et ça va me mettre directement la bonne adresse, etc. Donc on utilise vraiment Google Maps. On a une question sur la règle de cohérence sur les doubles frais. Est-ce que ça peut vérifier dans le groupe et non dans la société? Donc là, je pense qu'on est dans le cas d'un groupe où on a plusieurs entités, plusieurs filiales. Oui, 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 tout à fait. En fait, on va aller vérifier la base RH, la base des personnes qui vont être déclarées, que ce soit un invité, parce que l'invité, il faut le déclarer, l'invité externe, donc il y aura une fiche qui sera présente dans KDS, ou alors si c'est une invitation interne, que ce soit groupe ou entité, ça fait partie de la base RH qui sera dans KDS, donc bien évidemment, on va pouvoir faire un contrôle global. Ensuite, on a une question sur votre système OCR. Est-ce que ça fonctionne aussi sur les justificatifs étrangers? Oui, tout à fait. Donc en fait, le fonctionnement de l'OCR va venir chercher des formats de valeurs aussi différents et du coup va venir récupérer cette information-là pour venir renseigner la dépense. Complètement. Et on utilise le machine learning pour au fur et à mesure être de plus en plus efficace sur la lecture des reçus. Mais oui, sur les reçus étrangers, je ne peux pas vous dire tous les pays qu'on gère. Si vous souhaitez que j'envoie l'information, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Mais on gère, je dirais, plus d'une vingtaine de langues différentes, non, plus d'une dizaine de langues différentes. D'accord, c'est important. Exactement. Est-ce que KDS peut se déverser sur un logiciel de paye? Oui, alors on va se relier à des ERP dans le sens où on va être en mesure d'exporter les notes de frais qui auront été auditées par le comptable. On va les déverser sur une plateforme SFTP sécurisée. Depuis cette plateforme, vous pouvez récupérer le fichier de notes de frais pour l'injecter dans l'ERP et dans n'importe quel ERP, bien évidemment. Quand vous envoyez en fait un fichier plat avec l'ensemble des informations disponibles, après l'entreprise derrière peut le récupérer, le transformer et venir l'intégrer directement dans son format CSV ou XML ou format personnalisé. Si vous avez des attentes par rapport à votre ERP qui sont personnalisées, on va savoir s'adapter. Voilà, tout ça est possible. Okay. On a des questions sur qu'est-ce qu'on appelle un programme carte corporate. Alors, un programme carte corporate, c'est une entreprise qui va avoir un contrat avec une banque, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, la plupart de toutes les banques le proposent, pour venir proposer derrière des cartes pour le collaborateur. Donc, c'est des cartes qui sont
porté par l'entreprise, mais généralement à débit collaborateur. Donc, c'est quand même le collaborateur qui va venir se faire débiter sur son compte. L'avantage de ces programmes carte corporate, c'est que ça permet un débit différé. Donc, le collaborateur va avoir un mois et demi, 2 mois, en fonction des conditions qui sont négociées par l'entreprise, avant d'être débité de la dépense sur son compte. Et ça va permettre en fait au collaborateur d'être remboursé de la dépense avant que celle-ci soit effectivement débitée sur son compte. Donc ça permet d'éviter une avance de trésorerie de la part du collaborateur et l'ensemble de ces programmes cartes sont aujourd'hui très bien intégrés avec... Dans les outils avec les cartes les plus fréquentes. Voilà. Et si je peux juste rajouter un complément juridique, c'est qu'il y a différents types de cartes, donc du type 1, type 3, et généralement le plus généralisé, c'est le type 3, où la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée. Tout à fait, c'est la responsabilité du collaborateur, c'est juste l'entreprise qui a négocié avec... Voilà. Et le collaborateur bénéficie bien sûr des avantages tarifaires, mais ça protège en tout cas la trésorerie de l'entreprise. Ensuite, Zara, est-ce que tu peux nous redonner le nom des outils de gratification? Donc, il y a Upside. Il y a Upside, EcoTrip et FairJungle. Alors, je ne sais pas si Catherine et vous avez le temps de l'avoir. Donc, je vais vous les noter dans le chat. Donc, on a donc, EcoTrip. Upside, on a EcoTrip comme ça. C'est ça. Et le dernier, c'est FairJungle. FairJungle. Voilà les outils aujourd'hui que nous avons. C'est une liste non exhaustive, encore une fois. Voilà, c'est les plus connus du marché. Quel est le risque de demander une attestation sur l'honneur en cas de manque de justificatif original? Alors justement, c'est une très très bonne question parce que justement, si on revient à la forme légale, il est interdit d'avoir une attestation sur l'honneur. En gros, l'attestation sur l'honneur, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur juridique derrière, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle, ça ne couvre pas l'entreprise. Ça veut juste dire, par contre, souvent, c'est ce qui permet en fait aux directions comptables de valider quand même, d'accepter le remboursement du collaborateur en disant, bon, il n'a pas le justificatif, il l'a perdu, ça arrive, je suis rentré de mon taxi hier, je l'ai mis dans ma veste, j'ai envoyé ma veste au pressing, je l'ai perdu, je vais faire une attestation sur l'honneur. Maintenant, ce document, cette attestation n'a absolument aucune valeur juridique. Il n'a pas de valeur toutefois. Pour se prémunir d'un contrôle fiscal ou d'être en tort, nous pouvons rembourser une dépense non justifiée si on la rembourse en forfait. Donc, il faut vraiment être vigilant sur les cotisations. Et justement, tout ce qui est soumis à la cotisation n'échappe pas au contrôle fiscal. Et quand on est en absence de justificatif, le remboursement au réel sera difficile à prendre. Oui, et après, il faut mieux se rapprocher des fameux forfaits ACOS qui sont définis par l'URSSAF. Alors, le taux de change qui remonte en KDS est celui du jour de l'établissement de la note de frais ou de la date de la dépense indiquée. On historise bien évidemment les taux de change, donc on les met à jour toutes les nuits. Par contre, on va prendre celui de la date de la dépense, bien évidemment. Alors ensuite, on a une question qui revient, alors qui est une question entre guillemets un peu récurrente. On a du coup, est-ce que l'OCR gère plusieurs taux de TVA sur le même justificatif? Alors là-dessus, au-delà de l'OCR, c'est vrai que la multi-TVA sur un justificatif, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On rappelle, vous avez des dépenses, par exemple un déjeuner, sur lesquels le taux de TVA va être différent pour l'aspect nutritif et l'aspect alcoolique, on va dire ça comme ça. Et du coup, vous pouvez avoir plusieurs taux de TVA sur un même justificatif. Ça peut être le cas aussi sur une facture d'hôtel, sur lesquelles la TVA sur la chambre, sur le parking, pour Internet, pour un déjeuner, un dîner, ne va pas être la même. Du coup, est-ce que l'OCR, ça, aujourd'hui, est capable de le gérer? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, celui de KDS, non, ne va pas gérer la multi-TVA. Ça fait partie des évolutions qu'on aimerait en fait obtenir dans les prochaines versions. Ce qu'on va savoir lire aujourd'hui, c'est le montant, la date, le fournisseur, le type de frais, la monnaie et le lieu. Ce qui est TVA est à venir. Donc, multi-TVA par défaut, bien évidemment, à venir. D'accord. On a une question de Cathy. Quel est le taux de restitution sur des justificatifs manuels? Donc, j'imagine que là, on parle de l'OCR. Du coup, on va dire, sur un justificatif qui serait fait de manière électronique, une note, vous pouvez avoir un frais de taxi qui sort le ticket directement, versus le chauffeur de taxi qui va prendre son stylo et sa plus belle écriture, sa plus belle plume, pour venir écrire de manière un petit peu à la façon d'un médecin, à la façon d'un médecin, venir donner les informations sur le justificatif. Quel est aujourd'hui, est-ce que vous avez un taux de restitution sur ces justificatifs? Environ 80%.
Environ 80% sur le justificatif manuel. Alors, sur l'ensemble des justificatifs, donc s'il est manuel, on va être un petit peu en dessous, s'il est non manuel, on est un petit peu au-dessus, ce qui fait qu'on a une moyenne de restitution à 80%. D'accord, ok, très bien. Comment se passe l'intégration des cartes bancaires? Alors, de manière assez simple, c'est très standardisé au niveau de l'ensemble des outils. Les outils type KDS, par exemple, vont se mettre en lien avec l'établissement bancaire, quel qu'il soit, et c'est quelque chose qui est géré directement entre eux. En plus, vous avez aujourd'hui ces interfaces avec les banques. C'est ça, on a déjà les interfaces avec les banques. Donc finalement, du moment où vous arrivez avec votre établissement bancaire et votre programme de carte corporate, nous, on va se mettre en relation avec l'établissement pour pouvoir mettre en place l'intégration et le flux dans KDS. C'est relativement simple. Oui, et puis c'est aujourd'hui, je dirais, très standardisé. C'est très standardisé. Et alors du coup, juste pour donner encore un peu plus de précision là-dessus, généralement, lorsque l'interface a été mise en place, il faut compter entre 24 et 48 heures, enfin entre 24 et 72 heures, on va dire, en fonction du lieu de la dépense et de la typologie de dépense pour que l'information arrive dans le système, parce que en fonction des pays, en fonction des fournisseurs, des fois c'est... Ça va être 24 heures, effectivement, tu as tout à fait raison. Pour la France, on est sûr que le lendemain, c'est intégré. Effectivement, ça peut prendre 48 heures si c'est dans un pays autre que... C'est ça. Est-ce que KDS gère les factures en EDI pour les voyages réservés via votre module? Alors, on fait pas de, non, on fait pas de facture en EDI. On a un module qui s'appelle le module de facturation, le module billing. En général, l'EDI, c'est plutôt les agences de voyage qui vont vous proposer de gérer les factures en EDI. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer d'importer vos factures justement agences ou liées à un flux carte logée dans KDS pour réconcilier le facturé et le commandé. Mais on n'est pas sur des factures en EDI. D'accord. J'ai l'impression que pour le moment, on a répondu à l'ensemble des questions qui nous étaient posées. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. On a un petit peu dépassé au niveau du timing pour le webinaire. Ce que je vous propose, sinon, si vous avez des questions qui vous viennent après, donc vous avez là actuellement à l'écran les contacts, donc qu'il s'agisse du contact de Julie Thiebaud ou le mien. Si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez approfondir, vous voulez nous rencontrer pour discuter soit des possibilités pour KDS ou nous de notre côté, côté Axis Odyssée, sur l'ensemble de nos prestations, que ce soit sur une partie avec notre offre Lean Expense, donc qui va vraiment être dédiée sur la partie dépenses, notes de frais, facturation, ou sur l'ensemble de nos prestations qui sont même liées de manière générale au voyage. N'hésitez pas. Je vous rappelle que la présentation qu'on a menée aujourd'hui est disponible en téléchargement, ainsi que le replay de ce webinaire. Voilà, moi je n'ai pas d'autres points, j'en prie Julie. Une précision, je me ferai un plaisir de venir vous rencontrer si vous me contactez pour avoir une démonstration de l'outil NeoExpense, donc sans aucun souci. Donc n'hésitez pas. Parfait. Juste ce petit point. Très bien, ça marche pas. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Zara, et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le disais, à nous rejoindre pour nos prochains points. Merci à tous. Merci, au revoir.